Bonsoir mes chers amis. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous, vous qui êtes militants de la vie. Et puis on m'a proposé, les organisateurs et mon ami Béchir Zouaoui m'a proposé « Et l'homme dans tout ça ». Donc c'est un titre qui m'a intrigué. Et je me suis dit comment il a été choisi ce titre. Donc peut-être que les organisateurs ont préparé le programme et à la fin ils ont pensé qu'il n'y avait pas d'homme là-dedans. Et l'homme dans tout ça, donc où est-ce qu'il est l'homme? Donc il est là. En fait, je me suis rétracté et quand j'ai revu le programme, j'ai vu que la fertilité masculine vous intéresse et ça me réjouit. Pour parler de l'homme, c'est très difficile de le faire en une vingtaine de minutes. Je vais essayer d'être bref. Je sais que nous sommes à la fin de la journée. Alors, ce qui est intriguant, c'est que la prévalence masculine, de l'infertilité masculine, elle est en hausse, elle est autour de 15%, et que la part de l'homme, globalement, elle est de 50%. Heureusement qu'il y a juste une part de 20% d'idiopathique et de 10% d'inexpliqué. Quand le spermogramme est normal et qu'il n'y a pas de grossesse, qu'il n'y a pas de fertilité, on dit que l'hypofertilité est inexpliquée. Alors, ce qui est également intriguant, quand on voit la répartition géographique de la part de l'homme dans l'hypofertilité du couple, donc le continent africain, 43%, c'est intriguant, un continent qui est réputé être d'une bonne fertilité masculine, et on retrouve le chiffre de 50% chez les Américains, le chiffre qui a été rapporté par Agarwal. Alors, l'homme est en train de payer le prix de son évolution. Donc, c'est une évolution qui est vraiment morbide. En fait, il est doté d'une fragilité génomique qui, sous l'influence du stress, de l'environnement, des perturbateurs endocriniens et également de l'effet de l'âge, il voit sa fertilité diminuer et pire, il voit une transformation cancérigène. Et là, donc, le déclin de sa fertilité est évident, qui a été répertorié depuis les années 70. Il y a une cassure évidente depuis les années 2000 jusqu'à nos jours. Alors, ce déclin est transgénérationnel, malheureusement, et donc l'environnement et puis les perturbateurs endocriniens, l'âge, va atteindre une première génération, va affaiblir une deuxième génération pour atteindre une troisième génération avec une altération vraiment prononcée de la fertilité masculine. Alors pourquoi s'occuper de la fertilité de l'homme, puisque l'infertilité masculine est une véritable fenêtre sur la santé masculine? Bien évidemment, c'est une association statistique et les hommes hypofertiles sont des hommes qui sont sujets à des affections cancérologiques, cardiovasculaires, métaboliques, auto-immunes. Il y a une corrélation évidente entre l'hypofertilité masculine, l'hospitalisation et la mortalité. Alors de plus près, si on voit la qualité et la relation entre l'espérance de vie masculine et la qualité spermatique, il n'y a pas photo. Donc le hiatus est bien évident entre l'absence d'anomalie du sperme et l'existence d'anomalies spermatozoïdes, donc une survie qui diminue d'une façon évidente. Heureusement qu'il y a eu la PMA. Et depuis le 25 juillet 1978, la naissance de Louise Brown, il y a eu 10 millions de naissances par PMA. Il y a un chiffre intriguant également en France, une naissance sur 30 est par PMA en France. Donc s'agit-il de la solution? En fait, l'ICSI n'est pas une fécondation naturelle. Et tout à l'heure, on avait parlé de la FIVA3. En fait, la FIVA3, c'est de soustraire l'ADN mitochondrial du cytoplasme de l'ovule pour en mettre une ADN mitochondriale d'une mère donneuse qui est saine. Donc on fait ce qu'on appelle de l'eugénisme positif.
Mais là, quand on fait l'ICSI, on introduit une ADN supplémentaire qui est celle de l'ADN mitochondrial de la pièce intermédiaire du père, chose que l'ovule n'est pas programmé pour en recevoir. Donc, sommes-nous en train de faire de l'eugénisme négatif? On ne sait pas trop. Et que les enfants nés de PMA, et particulièrement par ICSI, pourraient ne pas être aussi parfaits que l'on l'aurait voulu. Et là, depuis tout à l'heure, j'ai assisté à 3 communications et en aucun cas, on s'est inquiété sur le devenir de ces enfants-là. Alors, en faisant la littérature et en voyant de près la question, on s'est rendu compte d'abord, pour la FIV, sur la mère, elle est pourvoyeuse d'hypertension lors de la grossesse, pourvoyeuse de diabète gestationnel, pourvoyeuse également d'accouchement prématuré, et sur la descendance, les anomalies congénitales, le faible poids de naissance, le devenir et le pronostic cardio-métabolique, neurologique, et j'en passe. Alors, ce papier énumère les risques, disons, les malformations congénitales, qui soient chromosomiques ou pas, post-ART, et le risque augmente par ICSI. Et puis, tout à l'heure, on avait l'impression d'offrir une ICSI à une femme alors qu'il n'y avait pas peut-être l'indication. Donc, l'ICSI favoriserait éventuellement les malformations congénitales. Qu'en est-il de l'ICSI sur la qualité spermatique de la descendance? Alors, quand on est né par ICSI, on a presque 3 fois plus de risque d'avoir une concentration moins que 15 millions, 3,6 plus de risque d'avoir une mobilité anormale et 4 fois plus de risque d'avoir un total inférieur à 39 millions. Donc là, c'est des enfants qui ont une espérance de vie inférieure à celle de la population normale. Alors, l'impact, il y a plusieurs papiers, en fait, dont j'ai essayé de choisir les plus pertinents. Et là, je vous ai juste résumé l'impact sur le côté spermatique et la fonction testiculaire. Alors, pour les garçons de 3 mois, conçus par ICSI, auront donc presque 30% de moins de testostérone total et de testostérone libre. Diminution du rapport LH-testo. De 18 à 22 ans, on a une altération spermatique, concentration et mobilité. Une inhibine B est diminuée avec une FSH augmentée. Par contre, il n'y a pas d'impact de la sévérité de l'altération spermatique chez le papa. Dernier article, et je vous en fais grâce, donc cet article résume plein le devenir de ces patients. Donc, outre on avait parlé des malformations, des atteintes du faible poids de naissance, etc. Et là, le troisième point qui m'a intrigué, alors c'est l'atteinte cardio-métabolique. Alors, ils ont pris un pool de descendants de PMA autour de 30 ans, autour de la trentaine, et ils leur ont fait subir des épreuves d'effort. Alors, ils s'adaptaient à l'effort comme des gens de 50 ans. Donc, il y a déjà un décalage d'adaptation à l'effort. Alors, quoi faire et comment faire? Donc, finalement, il va falloir militer pour une conception la plus naturelle possible. Il va falloir améliorer la fertilité masculine et pour ce faire, il va falloir connaître les causes de cette infertilité. Alors, les causes, une grande majorité, heureusement, est traitable en passant par la varicocèle, l'hypogonadisme hypogonadotropique, les infections urogénitales, l'ectopie testiculaire. Et là, j'aimerais bien insister sur le point de l'ectopie testiculaire qu'il va falloir détecter déjà à la naissance et de corriger avant l'âge de 1 an. Donc, il y a la collaboration gynécologue, pédiatre et chirurgien pédiatre éventuellement pour corriger cette ectopie. Alors, je vous propose une immersion dans la vraie vie. C'est des cas cliniques de la vraie vie, quelques cas cliniques, pour essayer de mettre les choses au point. Alors, lui, 31 ans, marié depuis 2 ans, dans 6 mois, une contraception au calendrier. C'est un agent de pH. Stérilité primaire, sans antécédents particuliers, notamment pas de tabac, pas d'alcool, aucune relation sexuelle avant le mariage, un spermogramme tout à fait normal, elle 25 ans, a vu son gynéco, donc pas de problème particulier, cohabitation régulière sans problème, mais la stérilité reste inexpliquée. Est-ce que vraiment elle est inexpliquée ou pas?
on ne sait pas trop. Alors, c'est en gras un agent de pH et le gynéco, il est averti. Donc, l'agent de pH, il est en contact direct avec l'étiquette caisse et l'étiquette caisse sont bourrées de bisphénol. Et donc, il lui a conseillé d'arrêter, ou bien de porter au moins des gants, d'arrêter le contact avec ces billets. Et il n'a pas tort, hein, il n'a pas tort du tout. Pourquoi? Parce que le bisphénol, et ça c'est démontré par la science, qu'il soit A, F, S ou E, il a une interaction directe avec le tissu spermatique. Aussi bien les cellules de soutien que les cellules de la lignée germinale. Donc c'est un effet hormone-like, l'effet hormone-like sur la membrane pour en effet aboutir à une altération de la spermatogénèse jusqu'à une azoospermie. Et ça, c'est réel. Je vous donne une petite idée. Donc, nous, présents dans la salle, on bouffe l'équivalent d'une carte de crédit de plastique par semaine, sans se rendre compte. Et ça, c'est dans la littérature. Alors, après 6 mois d'arrêt de l'exposition au bisphénol, toujours pas de grossesse, proposition d'une insémination. Le jour J, monsieur se bloque, n'a pas pu donner sa semence malgré les différents essais. Ça se passe très mal avec leur gynéco. Et là, c'est un sport national. On change de médecin. Donc, ce dernier, donc, il propose une congélation de sécurité. Alors, si échec, on va inséminer avec le congelé. Alors, en cours de route, il fait une crise de colique néphrétique. À l'interro, il s'est avéré qu'il est lui-même issu d'une procédure de PMA, qui n'a pas été précisée. Il présente un hypospadias médio-pénien, qui est effectivement la cause de sa stérilité. On le corrige chirurgicalement, la femme est enceinte naturellement, et ça, c'est dans la vraie vie. Alors, donc l'idée, c'est d'examiner le malade, donc ça aurait l'examiner et on aurait tout gagné. C'est vrai, l'idée de suspendre l'exposition au bisphénol était une bonne chose. Alors, encore une fois, donc l'hypospadias, c'est plus fréquent chez les patients issus de PMA. Et là, je vous donne un chiffre qui est très pertinent. 71% de plus de risque quand la première grossesse a été atteinte après 12 mois et un traitement a été reçu. 71% de risque d'hypospadias. Deuxième cas clinique, lui 39 ans, elle 29 ans, sans problème de santé, notamment pas de problème gynécologique, stérilité primaire de 4 ans, azoospermie vérifiée sur au moins 2 spermogrammes, tabagique à 15 paquets année, pas d'alcool ni autre habitude, examen urogénital parfaitement normal, testicules de taille normale, épididyme turgescent, 2 canaux différentiels bien palpés, TR normal, FSH normal. Donc, est-ce qu'il faut faire un bilan génétique ou non? S'agit-il d'une stérilité idiopathique ou non? Là, globalement, vous l'avez bien compris, c'est un tableau d'azoospermie obstructive. Donc là, on avait parlé tout à l'heure des add-ons, hein, c'est un add-on. Le fait de chercher les anticorps antispermatozoïdes dans le sérum, c'est un facteur prédictif qui avoisine les 100% de la nature obstructive de l'azoospermie. On peut le demander, c'est faisable, il n'y a pas de souci. Alors, il a eu droit, puisque les canaux différentiels étaient palpés, à une écho rénale qui était normale. L'écho endorectal, alors, c'est un kyste de l'ustricule, qui est la cause de l'obstruction. Il a eu sa résection endoscopique, facile, respectant éventuellement le musculus ejaculatorius, c'est le muscle qui est responsable de retenir pour que l'éjaculation soit antégrade par rétrograde, et le spermogame est redevenu normal dans 6 mois. Troisième cas clinique, 36 ans, marié à une femme de 32 ans, tabac, alcool, stérilité primaire de 15 mois, OATS sévère sur 2 prélèvements, examen, testicule limite de la normale, varicocèle clinique gauche. Alors la varicocèle, quand elle est clinique, elle est soit visible, soit palpable spontanément, ou bien palpable aux manœuvres de Valsalva. Biologie hormonale normale en dehors d'une testostéronémie limite. Le Doppler confirme la varicocèle, mais il a été beaucoup plus demandé pour explorer les testicules, vu l'association cancer du testicule et OATS. Bilan génétique normal, une congélation a été proposée, ce qui est tout à fait logique.
Alors, je vais vous parler un tout petit peu de l'impact de la cigarette. Donc là, c'est des choses réelles. Alors, la cigarette atteint l'ADN du spermatozoïde avec ses 4000 toxiques ingérés. Et il y a un effet transgénérationnel de la cigarette. Quelqu'un qui a 15 ans, qui a fumé aujourd'hui, il aura une progéniture avec des problèmes pulmonaires, obésité et hypofertilité. Et ça a été vu sur l'une des premières sites où il y avait cette transgénération des affections qui atteignent le spermatozoïde. Alors, donc 6 mois après l'arrêt du tabac, ce qui est une bonne chose, il a eu un spermogramme qui a été nettement amélioré, mais particulièrement en nombre et en forme typique, mais pas de grossesse. Donc, décision de la cure de la varicocèle gauche par voie inguinale basse, avec agrandissement à la loupe, un spermogramme quasi normal dans 6 mois. Et là, j'attire votre attention sur la voie d'abord, c'est la voie inguinale basse qui est la meilleure voie avec un agrandissement au microscope. À défaut, avec la loupe, c'est la voie qui donne les meilleurs résultats, moins de problèmes, moins de morbidité et moins de récidives. La célioscopie, elle donne plus de récidives, plus de morbidité. À mon avis, il va falloir arrêter. De toutes les façons, les recommandations, c'est la meilleure voie. Il est illogique de faire un abort transpéritonéal pour un abort cutané. Donc on a la peau et on a les vaisseaux qui sont devant nous. Alors cette voie nous permet de lier que les veines, on préserve les lymphatiques et on préserve l'artère. C'est une chirurgie gratifiante. Alors, les recommandations européennes, donc l'Association européenne d'urologie sur la varicocèle, ça tout le monde connaît. Donc, il faut traiter les varicocèles cliniques avec anomalie du spermogramme. Discuter au cas par cas quand il y a des problèmes de fragmentation d'ADN, quand il y a des grossesses arrêtées, quand il y a des échecs d'implantation, etc. Et quand il y a une varicocèle sous-jacente, même si elle n'est pas visible cliniquement, on peut discuter sans traitement parce qu'il y a un effet sur la fragmentation de l'ADN. Alors, je termine par cette diapo. Il va falloir, l'un des messages de ma présentation, c'est de vous demander de prendre votre temps pour passer les bons messages par rapport à la diète que les patients devront suivre. Donc on a une diète extraordinaire en Tunisie, c'est la diète méditerranéenne. Et là, c'est prouvé par la science que cette diète méditerranéenne, elle est riche en graisses insaturées qui vont donner de l'énergie, réduire le taux de cholestérol, réduire le taux d'ADN et améliorer les paramètres du spermogramme. Également, elle est riche en fibres, ces fibres vont réguler le pH et vont améliorer le spermogramme. Riche en polyphénol, riche en agents antioxydants, anti-inflammatoires, riche en vitamines, le tout pour concourir, améliorer la fertilité masculine et améliorer cette fameuse fécondation le plus naturellement possible. Alors, mon take-home message, finalement, c'est de travailler ensemble, c'est de travailler en coopération, jamais travailler en compétition, parce que la compétition est un agent de destruction. Je vous remercie pour votre attention.